Bonjour à tous et bienvenue sur les ondes de Good Morning Toulouse. Nous sommes sur l'épisode 8 de notre Odyssée spatiale à travers notre 4e saison. Et avant de commencer et de vous annoncer notre merveilleux invité, jingle. Alors aujourd'hui, je suis accompagné de mon cher, mon tendre, mon partenaire dans cette aventure. Je nomme Simon. Bonsoir Simon. Je suis flatté, mon cher Thomas. Bonsoir Thomas. Tu vas bien ? Très bien, et toi ? Ça va très bien. Alors aujourd'hui, on est dans un lieu un peu spécial puisqu'on est dans les locaux du CNES à Paris. Absolument, moi j'ai un grand moteur qui je crois est un moteur viking à ma gauche et c'est quand même assez impressionnant. Ouais, moi j'ai une terre reconstituée, j'ai un magnifique ciel étoilé derrière toi et une terre vue de nuit et de jour absolument splendide derrière notre invité. Notre invité donc qui nous fait l'honneur d'être avec nous aujourd'hui, que je remercie et que je remercierai à nouveau, le grand Franck Lehaut. Si, le grand Franck Lehaut, médecin urgentiste à Paris et médecin spatial. Bonjour Franck. Bonjour Thomas, bonjour Simon. Je ne sais pas si j'aurais employé le qualificatif grand, je pense que c'est un petit peu exagéré. Mais bon, je suis ravi d'être avec vous ce soir. Écoute, en tout cas, exagérez pas pour nous. Et puis, on te remercie déjà de tout ce que tu as partagé avec nous dans ton portrait d'espace. Un portrait qui était riche et vraiment très intéressant, qu'on vous invite d'ailleurs à retrouver sur toutes vos plateformes de streaming. Alors, la structure de cette émission est assez simple, mais tout à fait passionnante. Nous allons commencer par les vols 0G, puisque Franck travaille à Novespace. Il est médecin spatial sur ces vols. Et nous allons revenir sur un ou plusieurs vols marquants qui t'ont marqué durant cette carrière. Ensuite, nous aborderons le point Space Culture à travers une lecture de l'histoire de la conquête spatiale. Toujours un extrait bien sûr, vous pourrez le découvrir dans vos librairies préférées. Et enfin, Médecin des rues de Paris au vol 0G, un titre accrocheur digne de Tellement Vrai ou d'un magazine d'accroche. Mais Franck saura bien sûr nous transporter avec lui sur ces deux métiers absolument palpitants. Alors on va commencer tout de suite. Eh bien Franck, est-ce que tu pourrais nous parler peut-être d'une histoire, d'une expérience qui t'aurait marqué à travers les vols 0G ? Alors, vous savez que effectivement, les vols 0G sont de plusieurs natures. Vous avez des vols qui sont ouverts uniquement aux scientifiques, et c'est d'ailleurs l'activité principale de Novespace. L'avion est un laboratoire de recherche volant. Et grâce à cet avion, on va s'affranchir des effets de la gravité pour libérer l'expression de phénomènes physiques en apesanteur et pouvoir faire de la recherche, des travaux, puis des publications. C'est le but premier de l'avion, c'est sa fonction principale. Et puis nous faisons des vols d'autres natures qui sont par exemple des vols par exemple pour tourner un film ou une publicité. Et puis un autre type de vol aussi, nous avons ouvert depuis quelques années les vols au grand public. C'est-à-dire que à notre époque, vous pouvez faire un baptême d'apesanteur, tout comme vous faites un baptême de plongée ou un baptême de parachutisme. Vous pouvez dans votre vie avoir cette chance et cette joie extrême de découvrir ce qu'est l'apesanteur. Et encore une fois, ce n'est pas une simulation, c'est la vraie apesanteur, puisque depuis quelques années, nous avons ouvert les vols d'entraînement des pilotes du 0G, qui sont des vols organisés régulièrement pour le maintien de leurs compétences au grand public. Et je rajoute tout de suite que c'est une manière aussi de financer la recherche. Ce n'est pas juste un tour de manège, c'est-à-dire que chaque passager payant de nos vols publics contribue pour un tiers du prix de son billet à réduire le coût pour les scientifiques, pour les agences de la participation de chercheurs au vol parabolique. Donc nous avons des vols principalement scientifiques, un petit peu de vols ouverts au public et d'autres vols qu'on appelle des vols un petit peu à particularité. Et si vous me demandez un souvenir notable, je dirais que celui qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est un vol qu'on avait fait en 2017, auquel nous avions convié des enfants handicapés
et d'ailleurs 2 adultes aussi dans mon souvenir, donc 8 enfants handicapés et 2 adultes handicapés, à venir faire ce vol. Et ça a été une expérience humaine incroyable, vraiment à plusieurs titres. Tout d'abord, c'était des enfants qui venaient de plusieurs pays d'Europe. Et nous étions à bord, nous étions 2 personnes pour nous occuper de chaque enfant, dont un astronaute professionnel, lui-même européen, donc des astronautes originaires de plusieurs pays d'Europe, et puis un personnel de la société Novespace expérimenté en apesanteur. Et ça a été vraiment un moment extraordinaire. Je crois que tout le monde s'en souvient. Bien sûr, ça va sans dire, nous étions tous bénévoles pour faire ce vol, évidemment. Mais ce contact avec ces personnes un petit peu défavorisées par le sort, défavorisées par la vie, et les émotions qu'elles ont pu ressentir, ça nous est allé directement dans le cœur, en fait. Pour ces personnes, pour ces personnes en situation de handicap, c'était un peu, l'apesanteur, c'était un peu comme une double libération, un double bonheur. C'est-à-dire que nous autres, qui avons la chance de disposer de pouvoir marcher en toute liberté, quand on se retrouve en apesanteur, on peut flotter. Et pour ces enfants handicapés, ces jeunes adultes handicapés, c'était une sorte de double libération parce qu'ils n'étaient plus dans leur fauteuil. C'était la première libération. Enfin, le fauteuil, cet accessoire auquel le sort les avait condamnés, n'était plus là. Mais en plus, ils pouvaient aussi flotter. Et en voyant, vous pouvez voir les vidéos sur YouTube de cette expérience, mais en voyant leur réaction, c'était vraiment quelque chose d'inoubliable. Parce qu'il y avait de l'humain, beaucoup de tendresse, beaucoup de bonheur, et on est, tout le monde, le staff, les astronautes étaient tous convergeaient vers le même but, qui était de faire passer cette expérience de la manière la plus réussie possible et la plus inoubliable possible auprès de ces jeunes handicapés. En effet, c'est une très belle histoire qui montre à quel point justement ces vols 0G peuvent apporter à la science, mais aussi tout simplement à l'humain. Et c'est vraiment une belle anecdote que tu nous racontes là, puisque ça montre justement, ça vient casser un petit peu les stéréotypes qu'on peut s'imaginer quand il y a des vols 0G ou des vols spatiaux. Quand on parle d'ouverture au public, on s'imagine tout de suite un aspect touristique. Et cet exemple-là vient casser cette image négative qu'on peut imaginer. Donc ouais, moi j'aime beaucoup. Ça met un peu le petit piquant dans l'œil quand même. Oui, et c'est quelque chose que nous allons refaire dans quelques mois, puisque dans le cadre de l'opération Rêve de gosse, vous savez, c'est cette opération qui consiste à faire des baptêmes de l'air à des enfants atteints de handicap, qu'on appelle les enfants extraordinaires, et en binôme aussi avec des enfants qui n'ont pas de handicap, qu'on appelle les enfants ordinaires. Ça favorise leur rencontre et à la faveur de ces vols. Et bien là, nous allons faire un vol en apesanteur sur ce même principe, c'est-à-dire que nous allons convier à la fois des enfants ordinaires et extraordinaires à découvrir ensemble les joies de l'apesanteur. Ce sont de très très beaux programmes, et c'est vrai que l'apesanteur ou l'impesanteur permet en fait de s'affranchir de barrières qui rendent quelqu'un, enfin qui mettent quelqu'un dans une situation de handicap comme on dit, parce que dans ce cadre-là, ils sont tout aussi mobiles et à leur aise, sur bien des points en tout cas, qu'une personne ordinaire, comme tu le dis. Je trouve que c'est une très bonne manière de le dire, des enfants extraordinaires ou ordinaires, ou en tout cas qui ont cette faculté à s'émerveiller aussi d'une chose qui est très particulière, qui est l'impesanteur. Et ça me fait aussi penser au fait que dans la nouvelle sélection d'astronautes de l'ESA a été sélectionnée une personne porteuse de handicap, si je ne me trompe pas, ils ont donné un nom d'ailleurs à ce statut, qui permettrait, alors sans parler pour l'instant d'envoyer cette personne dans une mission habitée dans l'ISS par exemple, mais au moins de penser toutes les adaptations nécessaires pour rendre le vol habité accessible à une personne en situation de handicap. Donc c'est quelque chose qui se fait dans le cadre de ce programme avec des enfants en situation de handicap, mais qui commence à évoluer aussi au niveau, entre guillemets, des astronautes professionnels. Bien sûr, et c'est une évolution qui est belle et qui est souhaitable. Bien sûr, vous imaginez bien que on va demander à un astronaute d'avoir quand même une certaine condition physique
pour pouvoir faire face aux impératifs de sa mission et que malheureusement c'est comme ça, c'est comme l'aptitude d'un pilote. Certaines caractéristiques de santé empêcheront pour toujours, certaines personnes d'accéder à des métiers comme celle-ci. Mais vous savez, dans l'espace, par exemple, les membres inférieurs ne vous servent pas beaucoup. On n'a plus rien sur quoi s'appuyer. Et en fait, les membres les plus importants dans l'espace sont les bras. C'est avec eux qu'on porte les charges et c'est avec eux qu'on se déplace, puisqu'on attrape les mains courantes l'une après l'autre. Et donc, envisager le fait qu'un handicapé des membres inférieurs puisse être astronaute, ça paraît tout à fait possible. Pour enchaîner sur une question toujours sur la thématique du vol marquant, dans quelles conditions as-tu effectué ton premier vol parabolique ou ton premier vol 0G ? Alors, mon premier vol 0G, c'est-à-dire mon premier vol, ma première découverte de l'apesanteur, s'est faite aux États-Unis, puisque chronologiquement, parmi les 3 opérateurs actuels qui permettent au public de voler en apesanteur, Novespace, c'est celui qui a commencé ses activités en dernier, je veux dire le plus récemment, c'était en 2013, et les Russes et Américains avaient commencé bien avant, vers les années 2000 pour les Russes probablement, et 2004 pour les Américains, à ouvrir ces vols au public. Donc je suis allé, dès que j'ai su, je me suis dit, ah bon, c'est possible moi, tout en n'étant pas astronaute, je vais flotter, non mais il faut absolument que je fasse ça, je ne peux pas passer à côté de ça. Donc quand je me suis rendu compte que c'était possible, je suis allé faire un baptême d'apesanteur. Et l'émotion a été incroyable parce que c'est indescriptible, c'est incroyable. Ça réveille en vous une joie, on ne sait pas d'où ça vient, mais ça génère de la joie, ça fait ressortir de la joie, le simple fait de flotter dans la cabine, de ne plus rien peser. Vous n'avez absolument pas peur, hein, dans notre avion à Novespace, vous entendez des cris. À ça, je peux vous dire que vous entendez des cris pendant tout le vol. Mais ce ne sont que des cris de joie, des exclamations de bonheur, des rires et des applaudissements. Et puis, en plus de cette joie qu'on ressent presque physiquement, j'avoue que moi, ça m'a fasciné de voir des objets. Je me souviens à l'époque, c'était des bonbons qu'on nous donnait. On les mettait dans la main et quand on était en apesanteur, on enlevait la main et les bonbons restaient flottés à hauteur de nos yeux. Et ça, c'était du réel. On n'était pas en train de regarder un film, on n'était pas en train de rêver. Pour moi, ça a été vraiment un bouleversement. Et je dirais aussi une autre sensation que ça m'a apporté. J'ai trouvé que le vol en apesanteur, c'était un peu comme si on avait ouvert une trappe, une barrière, jusqu'alors vraiment fermée à clé, entre le réel et le rêve. Je m'explique. À quel moment vous volez dans la vie ? À quel moment vous flottez dans les airs ? À quel moment votre corps devient un objet flottant, un ectoplasme, un oiseau, tout ce que vous voulez, dans les rêves. On a tous fait des rêves de vol, on vole, et puis alors le matin quand on se réveille, c'est dommage, c'était qu'un rêve. Et bien là, avec le vol parabolique, vous vous rendez compte que vous pouvez flotter et vous êtes éveillé. Ah bon, donc c'est donc qu'il y a des choses qui sont possibles que je ne croyais pas possibles depuis ma naissance. Parce que moi, depuis que je suis né, je monte des escaliers, je porte des charges lourdes, il faut toujours lutter contre la pesanteur, et je croyais que c'était que ça, qu'il y avait que ça de possible. Eh bien non, on peut être dans un milieu où on flotte, dans la 3e dimension, et être tout à fait conscient. Et ça a été une sorte de révélation aussi. Alors du coup, toujours sur cet esprit des vols 0G, des expériences, est-ce qu'il y a une expérience scientifique cette fois-ci qui t'a marqué, à laquelle tu as été sensible, que tu l'aurais davantage retenu que d'autres expériences qui seraient passées, même si j'imagine qu'elles sont toutes absolument passionnantes? Oui, tu l'as dit Thomas, il y a vraiment de multiples expériences dans cet avion qui touchent des domaines aussi variés que la chimie, la physique appliquée ou la physique fondamentale, la physiologie humaine, la physiologie végétale. Je vais en oublier plein. Alors moi, peut-être que... Alors, elles sont toutes passionnantes, ces expériences, parce que si on... Une expérience, par exemple, qui étudie un petit peu comment se propage un incendie dans l'espace, c'est passionnant. Ou des expériences qui étudient les transferts de chaleur qui sont différents dans l'espace, c'est passionnant. Ou des expériences au cours desquelles on essaye de fabriquer des alliages.
tout est passionnant, mais moi, en tant que médecin, je regarde toujours d'un œil privilégié et intéressé les expériences qu'on fait sur l'humain. Et alors, pour citer celle qui me vient là à l'idée, mais ce n'est pas du tout une hiérarchie, elles sont toutes passionnantes et toutes dignes d'intérêt. Et ben, il n'y a pas longtemps, nous avons eu des dentistes en apesanteur. Et donc, je me souviens très bien que c'est probablement, en tout cas chez Novespace, c'était la première fois. Dans le monde, je ne sais pas si ça a eu lieu déjà en apesanteur, de telles expériences. Mais voilà, ces gens, dans l'idée de préparer peut-être un peu la médecine et la prise en charge, en l'occurrence des pathologies dentaires lors des vols spatiaux au long cours, des dentistes sont venus s'entraîner. Alors je crois qu'ils faisaient un petit peu de détartrage, évidemment pas sur des cobayes, hein, pas sur des volontaires, mais sur des masques et des mâchoires factices. Ils faisaient des détartrages, ils faisaient aussi des amalgames. Et ça leur permettait de réfléchir à la position qu'ils devaient avoir. Et ils ont étudié la précision de leurs gestes, peut-être aussi le matériel qu'il fallait employer. Voilà. Donc moi, d'une manière générale, je suis plus sensible, de fait de ma formation, aux expériences médicales. Un détartrage en apesanteur, moi, je prends. Hein. Oui, évidemment, je pense. Et tu le disais justement, du fait de ta formation et de ton métier actuel, si tu devais nous parler des principales spécificités d'une éventuelle intervention en apesanteur sur un corps humain, quelles seraient-elles? Les difficultés comme les éventuelles choses plus simples, disons, s'il y en a? Alors, je vais tenter de répondre à cette question en prenant tout de suite l'exemple du fait que ça a été fait. C'est-à-dire que à bord de l'avion précédent, c'est-à-dire l'Airbus A300 que nous avions avant celui-ci, avant l'A310, une expérience de chirurgie a été menée en apesanteur. Vous imaginez bien que ce n'était pas une chirurgie lourde. Il s'agissait d'ôter, d'enlever, je crois que c'était un lipome, c'est une petite masse de graisse, et il me semble que c'était au niveau du bras ou de l'avant-bras d'un patient. Donc finalement une chirurgie assez simple, mais vous comprenez bien qu'on ne peut pas envisager d'emblée une transplantation d'organes ou une chirurgie thoracique. Eh bien, effectivement, il faut réfléchir à tout un tas de problématiques. C'est-à-dire que comme tout flotte, ben, vous devez fixer le malade sur la table d'intervention. Mais vous devez aussi fixer la table au sol. Vous devez fixer les chaises des chirurgiens au sol. Et les chirurgiens eux-mêmes doivent être fixés sur leurs chaises. Et les instruments, il ne faut pas qu'ils s'envolent. Donc vous avez probablement des systèmes pour les fixer comme des systèmes magnétiques aimantés. Tout est à penser, tout est à imaginer, tout est à construire. Et dans le monde, chez Novespace ou ailleurs, il y a déjà eu plusieurs expériences chirurgicales pour tenter de commencer à penser aux conditions de la chirurgie dans les voyages spatiaux du futur. Comme le disait Jean-François il y a quelques instants, le vol vers Mars, il n'y a pas de scénario de retour. C'est-à-dire on part sur sa lancée, on fait le tour de Mars avant de revenir. On ne peut pas arrêter la machine et passer la marche arrière. Donc il y aura un médecin à bord du vaisseau, probablement polyvalent, c'est-à-dire à la fois réanimateur et avec des notions de chirurgie assez avancées. Et on doit réfléchir déjà aux conditions opératoires. Si vous avez un des membres d'équipage qui fait une appendicite aiguë lors du vol, il faudra la traiter, ça ou d'autres interventions. Et tu l'évoquais, dans le cas de Mars, il faudra pouvoir penser la chirurgie en apesanteur lors du voyage, mais aussi, je pense, penser la chirurgie sur Mars, avec une gravité martienne, ce qui est peut-être moins critique que l'apesanteur d'un point de vue changement avec la Terre, mais qui est pour autant pas la même chose, je suppose, avec une atmosphère, une gravité moins forte. Et donc ça, c'est des choses qui, pour autant, changent quand même la donne aussi, je suppose, en termes de réaction du corps humain aussi. Bien sûr, à chaque niveau de gravité différent bouleverse, en fait, chaque niveau de gravité différent bouleverse tout ce qu'on sait faire sur Terre en conditions normales, en conditions habituelles de 1G. Toutefois, évidemment, il serait beaucoup plus confortable d'opérer un malade à la surface de Mars que dans le vaisseau en état d'apesanteur. Mais tu as raison, il n'empêche qu'il y aura aussi des procédures à mettre au point
pour faire des interventions chirurgicales dans des contextes de pesanteur réduite. Alors, j'aurais un millier de questions encore à te poser sur ton expérience en vol 0G, mais on va passer à ce point space culture auquel nous sommes tant attachés avec Simon pour, et tu l'as très gentiment accepté, nous lire un passage de Histoire de la conquête spatiale que tu as coécrit avec Jean-François Clairvoy. Un livre, comme vous l'avez si bien dit, écrit un petit peu comme un almanach de l'histoire du spatial, de la conquête du spatial, du passé, des premières prémices de l'histoire du spatial, en envisageant même jusqu'au futur de ce que pourrait être le spatial. Alors tu nous as dit un petit peu en off ce qu'il était prévu pour la suite, mais on ne teasera rien, on ne vendra pas la mèche, mais je vais te donner la main pour nous lire ce passage et on se retrouve tout de suite. Alors, je vais vous lire une partie d'un encart de notre ouvrage, à Jean-François et moi, Histoire de la conquête spatiale. Alors, Histoire de la conquête spatiale, c'est un déroulé, comme son nom l'indique, de la conquête spatiale, à travers des anecdotes et des événements marquants de cet accès progressif de l'homme à l'espace. Et c'est ponctué d'encarts sur la vie quotidienne dans l'espace. Et là, je vais vous lire un encart qui a donc été écrit par Jean-François, parce qu'il faut savoir que Jean-François, qui est astronaute, aurait rêvé d'être médecin, et moi, qui suis médecin, j'aurais rêvé d'être astronaute. Donc, vous voyez, on s'est complété. Et donc, je vais lire un texte médical qu'il a écrit lui-même. Pourquoi faire du sport en apesanteur ? Les premiers vols de longue durée ont vite mis en évidence une atrophie musculaire des parties du corps qui ne travaillent plus ou presque, une fois celui-ci placé en apesanteur. Sans nous en rendre compte sur Terre, notre corps s'efforce chaque jour, du lever au coucher, de compenser notre poids afin de maintenir les positions assises ou debout. Le manque de poids apparent dans l'espace ne fait plus travailler les dorsaux, abdominaux, cuisses et mollets, ainsi que dans une moindre mesure les bras. Pire, le cœur n'a plus à pomper aussi fort pour faire remonter du sang du bas du corps vers le cerveau. Les spécialistes de médecine spatiale ont donc préconisé des exercices réguliers à bord des vaisseaux spatiaux afin d'entretenir la masse musculaire ainsi que la tonicité du cœur, indispensable pour les efforts intenses comme ceux que les astronautes fournissent lors des sorties dans l'espace. Les psychologues y reconnaissent aussi un avantage pour l'équilibre mental, encore plus indispensable dans le milieu spatial, confiné et isolé que sur Terre, où le sport est tout aussi recommandé pour les mêmes raisons physiologiques et psychologiques. Donc c'était un extrait de Histoire de la conquête spatiale, écrit par Jean-François Clairvoy et toi, Franck. En effet, tu parles du sport et tu relèves qu'il y a eu des expérimentations, un apprentissage qui a été fait tout au long des vols spatiaux, puisqu'on a d'abord reconnu qu'en effet, il y avait une atrophie musculaire, ensuite on a commencé à y pallier, et aujourd'hui on voit des astronautes comme Thomas Pesquet, Luca Parmitano, ou d'autres qu'on pourrait citer, qui font du sport, qui ont une activité physique, et c'est passionnant. Mais la médecine est encore bien plus large dans le spatial, comme tu l'as évoqué avec les vols 0G précédemment, et on va y revenir. Mais d'abord, j'aurais une question. Qu'est-ce qui t'a donné l'idée, cette impulsion d'écrire cet ouvrage ? J'avais envie d'écrire avec Jean-François, parce que seul, je ne l'aurais jamais fait. Il fallait l'expertise de Jean-François. Elle était absolument nécessaire pour un livre comme ça. J'avais envie de faire un livre, je dirais un peu facile à lire, c'est-à-dire construit d'une manière assez agréable, où le texte ne prend pas une partie prédominante, mais où aussi il y a de belles images à regarder. Et le livre est construit donc sous forme d'anecdotes. Alors, ça va être par exemple, on en parlait tout à l'heure, cet astronaute qui a failli se noyer dans son scaphandre, mais aussi le premier astronaute européen à commander la station spatiale, ou bien le vol de Yuri Gagarin, etc. Et le livre est construit de façon à être agréable à lire, et en plus on peut le feuilleter dans le sens que l'on veut, aller en avant, revenir, etc. Le principe est un texte court, plutôt sympa, plutôt accrocheur, avec des notions un peu étonnantes et voire drôles, et sur la page de droite, des photos. Et c'est quelque chose de vraiment sympa à lire, qui détend, qui apprend tout en détendant.
Et c'est ponctué aussi d'encarts, comme je le disais, sur la vie dans l'espace. Donc c'est très concret. Encarts qui ont été faits par l'expertise de Jean-François. Voilà. Donc un livre agréable, sympa et qui apprend beaucoup de choses et qui fait plaisir. Pour moi qui n'ai pas encore eu l'occasion de le lire, en tout cas ça me donne très envie, d'autant plus qu'on me dit agréable, ça détend, il y a des encarts médicaux écrits par un astronaute et d'autres choses plutôt sur l'astronautique écrites par un médecin. Moi je prends, j'achète. Un bel outil de vulgarisation qui s'intègre absolument dans ce qu'on fait, dans ce qu'on aime faire, donc on y est encore plus sensible. Et en plus, moi j'ai été très sensible aux qualités des photographies qui sont présentes dans l'ouvrage. Comme tu dis, le texte ne doit pas être trop lourd, mais en plus, il est accompagné de photos in situ, de photos presque volées, de photos que moi je n'avais pas vues dans tout ce que j'ai pu regarder dans d'autres ouvrages. Donc on redécouvre et le texte, et les informations, et les anecdotes qui parfois sont assez croustillantes, et les photographies qui sont géniales. Donc merci beaucoup Franck pour cette belle lecture, pour ce beau livre. On espère pouvoir avoir le plaisir de feuilleter vos prochains ouvrages en commun. Et puis on se retrouve tout de suite pour cette dernière partie d'émission. Je voulais juste ajouter un petit détail avant de passer à la suite de votre interview. Les droits d'auteur des livres que nous faisons avec Jean-François Clairvoy sont entièrement reversés à une association de protection de l'océan polynésienne et notamment de protection des tortues marines qui s'appelle Temana Otemoana. Et nous sommes heureux de contribuer modestement à leurs très belles actions. Apprendre sur le spatial et contribuer à la préservation des océans et de ces espèces. Donc finalement, acheter ce livre, c'est une bonne action, et même les autres. On te remercie une nouvelle fois, et on va pouvoir donc poursuivre en essayant un petit peu de décortiquer ce que c'est d'être à la fois médecin urgentiste dans les rues de Paris et médecin spatial à bord des vols 0G. 2 titres hyper intenses, hyper importants, que tu as réussi à conjuguer. Alors déjà, de brut pour point un petit peu, comment tu nous décrirais un petit peu ce double casquette? Je dirais que d'un côté c'est un métier et de l'autre c'est presque une récréation. Je voudrais pas réduire l'activité des vols 0G au mot de récréation, mais en pratique, passer d'un cabinet médical ou d'une salle d'urgence à un avion parabolique, c'est pas tout à fait le même contexte. Je dirais quand même, j'y vois quand même des similitudes. C'est toujours ce contact avec l'humain. Parce que quand vous travaillez comme médecin, urgentiste ou autre, il n'y a pas du tout de hiérarchie, vous rencontrez des humains et ça vous ouvre l'esprit, ça met des claques à vos certitudes, ça vous fait rencontrer des gens, ça vous éveille. Il n'y a pas de choses... moi, je trouve que le contact avec l'humain est toujours enrichissant et nous aide à grandir, à être beaucoup plus tolérant, à comprendre, beaucoup à comprendre. Et ça, c'est une qualité, d'ailleurs, au passage, qui m'a toujours ému chez Jean-François Clairvoy. Jean-François est quelqu'un qui aime comprendre. Jamais vous n'allez voir Jean-François se fâcher ou porter un jugement hâtif sur quelque chose. Si quelqu'un, par exemple, je vais vous dire une bêtise, mais si Jean-François avait un petit accident d'un refus de priorité, il va certainement pas sortir de sa voiture et aller disputer la personne qui a été à l'origine de ça. Il va comprendre, il va essayer de comprendre pourquoi la personne a-t-elle grillé le stop, peut-être qu'elle faisait ci, ça, peut-être qu'elle a des problèmes, etc. Donc, juste au passage, je voulais dire que cette qualité de grande humanité, de vouloir comprendre les motivations des actions des autres et de vouloir toujours comprendre pourquoi l'humain agit ainsi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué, qui me marque beaucoup chez Jean-François. Donc, dans les deux cas, que ce soit dans un hôpital ou dans un avion 0G, ce qui est beau, c'est le contact avec l'humain. Alors, évidemment, dans un vol 0G, on n'est pas dans le même contexte qu'un hôpital. Il n'y a pas cette dimension un petit peu de soins aigus ou de souffrance. Mais il y a des similitudes quand vous soignez quelqu'un et que finalement son visage s'éclaire parce qu'il va mieux, ou quand vous lui donnez une nouvelle qui le rassure alors que lui il s'était figuré qu'il était condamné parce qu'il avait lu sur internet que ce qu'il avait constaté était forcément un cancer. Bon voilà, on n'est pas là, on est là aussi pour rassurer beaucoup les gens.
Eh ben, moi, je trouve que il peut y avoir une similitude entre le bonheur de ces relations humaines qu'on peut avoir aussi bien dans un contexte professionnel médical que dans l'avion 0G, où là, vous voyez la joie des gens, pour ce qui est des vols publics, hein, la joie des gens, le sourire qu'ils ont, les rires. Vous êtes heureux pour eux. Maintenant, nous qui sommes habitués à voler en apesanteur, on aime toujours ça s'éteindra jamais. Mais ce qu'on aime aussi beaucoup, c'est le visage de ces gens qui s'éclairent, leurs cris de joie, leurs applaudissements. Ça nous met de la joie en nous. Donc vous voyez, on est toujours dans l'humain, on est toujours dans l'envie de partager, on est toujours dans l'envie de communiquer, on est toujours dans les rapports humains, et pour moi c'est la grande similitude. Et si tu devais nous décrire un petit peu ta semaine, comment ça se passe avec ces 2 casquettes que tu as? Comment tu organises ton temps? Ah ben les semaines dans mon métier, ou mes métiers devrais-je dire, ne sont jamais identiques. Je ne suis pas sûr qu'il y en ait une identique à l'autre depuis que je travaille. Mais là, vous voyez, par exemple, je vais dans 2 jours, je partirai à Bordeaux pour préparer 2 vols publics, 2 vols ouverts au public qui auront lieu en fin de semaine. D'ailleurs, des vols où nous allons accueillir 2 passagers à mobilité réduite, ce qui est très, très, très gratifiant, très sympa à imaginer à l'avance. Et puis ensuite, je rentrerai et dimanche, j'irai travailler. Et la semaine d'après, je ne sais plus quel est mon planning. Mais voilà, j'essaye de mélanger à la fois le travail. Quand on travaille dans un contexte de soins d'urgence, c'est souvent un travail ponctuel. C'est-à-dire on fonctionne par vacation ou par garde. Et vous arrivez à placer vos jours de travail de façon à les rendre compatibles avec d'autres activités. Donc le canevas de mon activité, de mes choix de planning au départ, ce sont les vols 0G, et je vais placer mes gardes, mes vacations médicales en fonction pour que ce soit compatible. Et si, alors tu as encore beaucoup d'années à pouvoir exercer ces 2 métiers, mais si à terme, parce que ça devenait trop fatigant ou parce que ça demandait trop d'énergie, tu devais en garder qu'un des 2, ce serait lequel dans le meilleur des cas? Ce serait forcément la médecine, parce que c'est un métier que j'aime beaucoup, que j'adore. Donc, j'ai pas d'hésitation à répondre ça. Un jour, les vols paraboliques s'arrêteront pour moi, parce ils s'arrêtent tous au bout d'un moment pour une question d'âge, de physiologie. Et quand ça s'arrêtera, je serai heureux d'y avoir participé. Je partirai sans regret, sans tristesse. J'aurai eu la chance de le faire. Et si je peux, tout en ne volant plus, contribuer un petit peu à participer encore au fonctionnement de ces vols paraboliques, j'en serai très heureux. Mais évidemment, l'attachement le plus profond, c'est d'exercer la médecine. Et est-ce que tu penses que tes 2 métiers, tes 2 missions se nourrissent mutuellement? Et si oui, pourquoi? De quelle manière? Se nourrissent, comment ces 2 métiers peuvent-ils se nourrir mutuellement? J'allais dire qu'ils m'apportent peut-être un équilibre entre des émotions dont je vous ai dit que certaines pouvaient être très similaires, c'est-à-dire le rapport à l'humain, mais aussi des conditions de travail et des émotions qui sont radicalement opposées. Vous imaginez bien que dans un contexte de prise en charge de soins urgents, il y a des impératifs qui font qu'on ne se met pas à rire, à crier de joie, etc. Une certaine gravité face à des situations, face à des personnes qui sont dans la souffrance. Et de l'autre côté, le vol parabolique, c'est au contraire pouvoir exprimer des sensations de joie quand on voit ces passagers qui volent avec nous, quand on voit ces scientifiques qui réussissent leurs expériences et qui en sont heureux. Donc je dirais que s'il y a quelque chose qui nourrit comme ça les 2 pendants, c'est peut-être que si j'étais que dans un de ces 2 métiers, je serais beaucoup plus concentré. Et là, j'ai à la fois la concentration d'un côté et de l'autre côté la joie, la détente, ce qui n'empêche pas d'ailleurs les impératifs professionnels, mais une certaine forme de détente que j'ai peut-être pas à l'hôpital. Donc comme tu l'as si bien dit, dans tes 2 missions qui sont dans des conditions très particulières, très différentes au sens propre des choses, c'est-à-dire que tu peux intervenir sur des cas dans la rue, dans des urgences,
et dans des vols 0G sur parfois des pathologies qui sont plus simples, c'est-à-dire un malaise, une nausée, mais comment l'absence de pesanteur va venir impacter justement tes compétences ou tes interventions auprès du public ou des scientifiques qui sont là? Oui, alors déjà, je voudrais repréciser une formulation peut-être maladroite que je viens d'avoir en parlant de détente, une activité lors de mes vols paraboliques qui serait de la détente. Ça ne se résume évidemment pas à ça. Tout l'équipage de l'avion 0G suit des procédures et travaille dans le plus grand sérieux. Le côté détente, c'est évidemment, je fais référence juste au côté ludique de la pesanteur, mais c'est un véritable métier très sérieux et très appliqué. Alors, heureusement, au cours des vols paraboliques, tels que nous les faisons scientifiques ou ouverts au public, le médecin est très rarement sollicité. En fait, il est davantage là par tradition, puisque au départ, pour les vols scientifiques, on embarque un médecin qui s'occupe des sujets cobayes pour les expériences, qui est là pour les encadrer en quelque sorte. Mais heureusement, le médecin est très peu sollicité pour des pathologies qui surviennent en vol. Donc c'est plutôt un rôle de conseil pour les gens qui volent, c'est-à-dire qu'en amont des vols, s'il y a des questions à poser, le médecin est là pour y répondre. On a parfois à prendre effectivement en charge des petits problèmes de nausée ou voire de vomissement, puisque cette activité peut générer un mal des transports qu'on s'efforce vraiment depuis quelques années de réduire au maximum. Et je pense qu'on est assez performant dans la réduction de cet inconvénient qui maintenant, on pourrait presque le qualifier de marginal. Et donc le médecin en apesanteur intervient très peu. Voilà, on a parfois quelqu'un qui tombe un petit peu lourdement et qui peut se faire une petite foulure, une petite entorse, quelque chose comme ça. Mais rassurez-vous, il ne se passe pas d'éléments très graves sur le plan médical au cours d'un vol parabolique. Et je rajouterais d'ailleurs qu'il y a un screening des passagers, qui soient scientifiques ou que ce soit des passagers tout venant, publics, pour s'assurer que leur état de santé est compatible avec le vol. Et on n'embarquera certainement pas dans notre avion quelqu'un qui a une grande fragilité osseuse ou quelqu'un qui est cardiaque mal équilibré ou avec une pathologie pulmonaire grave, etc. Et en complément, comment, si tu peux nous l'expliquer assez succinctement, on parle souvent du mal de l'espace pour les astronautes qui partent en voyage longue durée, ou en tout cas en voyage dans l'espace. Comment ça s'explique médicalement, physiologiquement, s'il y a une explication unique ou en tout cas un ensemble de faits? Alors, le mal de l'espace, pourquoi on a appelé ça mal de l'espace au début? On s'est aperçu que dès l'aube de la conquête spatiale, les tout premiers cosmonautes, pour certains, présentaient des envies de vomir, des vomissements en vol, des maux de tête, des sueurs froides, etc. Et d'ailleurs très peu au début de la conquête spatiale, parce que c'est directement lié au volume du vaisseau spatial. Donc les volumes des vaisseaux Soyouz à l'époque, Gemini, Mercury, c'était petit, et c'était vraiment quelque chose qui s'est plutôt démasqué à l'époque d'Apollo, et puis ensuite beaucoup plus à l'époque de la navette spatiale, puis des stations spatiales. On l'a appelé mal de l'espace parce que ça nous a fait penser au mal de mer, donc quelqu'un qui serait malade en bateau, ou au mal des transports en général, quand vous êtes assis en tant que passager et que vous lisez un livre ou que vous regardez votre mobile, vous avez quelques petites sensations un peu désagréables qui se passent. Et puis, quand même quelque chose d'étonnant, c'est que ce mal de l'espace, il était totalement imprévisible, c'est-à-dire on s'est aperçu que des gens qui étaient malades en bateau ne l'étaient pas dans l'espace. Et ce que je dis est aussi valable pour notre avion 0G, que des gens, à l'inverse, absolument, totalement hermétiques au mal de mer ou au mal des transports, pouvaient être malades dans l'espace. On ne pouvait pas, on ne savait pas le prédire. C'est totalement indépendant de la fonction à bord, de l'âge, du sexe, etc. On était vraiment perplexes. Et puis, les chercheurs, les scientifiques nous ont aidés à comprendre qu'il ne s'agit pas d'un mal des transports. Il s'agit d'une adaptation à un environnement nouveau qui est l'apesanteur. Je vais vous prendre un exemple.
nous avons des capteurs situés dans l'oreille interne. Et là, actuellement, si vous penchez votre tête en avant pour regarder le sol, vos yeux, la vision va vous dire « je penche la tête ». Et l'oreille interne confirme « je penche la tête ». Dans l'espace, les capteurs de notre oreille interne étant neutralisés, si vous penchez la tête en avant, votre vue va vous dire « je penche la tête en avant », mais les capteurs ne confirment pas. Informations discordantes remontant au cerveau de la part de capteurs différents déclenchent des symptômes qui peuvent faire penser à un mal de l'espace. Mais on s'est aperçu que, et d'ailleurs le nom a changé, c'est en fait, avant on appelait ça le Space Motion Sickness, et maintenant on appelle ça le syndrome d'adaptation à l'espace. Le cerveau doit apprendre, et ça prend quelques jours, généralement 2-3 jours, doit apprendre à évacuer des informations contradictoires pour ne garder que des informations cohérentes. Il va s'habituer à fonctionner dans un nouvel environnement. C'est pourquoi ce syndrome d'adaptation à l'espace qui peut faire vomir et rendre malade est un petit peu inévitable. Il se produit à peu près chez au moins 50% des astronautes, mais très certainement plus 2/3 des astronautes. C'est un passage obligé. C'est une adaptation à un nouvel environnement. C'est pour ça qu'on ne peut ni le prévoir, ni l'éviter. Et c'est dans ce cadre-là que vous donnez donc de la scopolamine, enfin un médicament spécifique aux personnes qui vont faire un vol 0G, ou est-ce que ça n'agit pas sur ce système-là ? Est-ce que c'est un médicament qui a des utilités autres d'un point de vue médical ? Alors, le fait d'être malade, de ressentir des symptômes de nausées, de malaise, de vomissement dans notre avion 0G, c'est encore différent du mal de l'espace. Ce n'est pas tout à fait la même chose physiologiquement. D'ailleurs, c'est beaucoup plus un mal de l'accélération qu'un mal de l'apesanteur, puisque chaque parabole, chaque phase d'apesanteur est précédée et suivie d'une phase d'accélération. Mais effectivement, c'est toujours le même principe, c'est des capteurs sensoriels qui envoient des messages discordants au cerveau. Et ça, le cerveau n'aime pas, et il s'ensuit une cascade de réactions qui aboutit aux symptômes que je vous ai décrits. Nous proposons, pour les vols scientifiques comme paraboliques, un médicament qui a fait ses preuves depuis des décennies, dans le mal des transports, qui est la scopolamine, qui est utilisée, vous savez, par les marins, etc., depuis très longtemps, et qui bloque un petit peu une zone du cerveau concernée par l'intégration des informations discordantes, et donc du coup qui ne peut plus déclencher les réactions après de maladies comme on les aperçoit. Et alors oui, au niveau de ton point de vue, de l'avancée de la recherche que tu as pu suivre, tu estimerais que la médecine spatiale, au sens où médecine dans l'espace, médecine dans la Station spatiale internationale, ou peut-être dans la prochaine station en orbite lunaire, on est en capacité de la réaliser, à ton avis, à quel niveau ? Est-ce qu'on est en capacité de faire vraiment de la chirurgie spatiale, voire de sauver quelqu'un d'un arrêt cardiaque, de mettre au monde un enfant, ou est-ce que pour l'instant tout ça c'est des opérations qui sont encore très complexes et qu'on n'est pas en capacité de réaliser vraiment dans ces conditions ? Alors, chirurgie dans l'espace, non, on n'en est pas là. Prise en charge de pathologies graves dans l'espace, on n'en est pas là. Et tout d'abord, pour la sécurité de l'astronaute, il faut savoir qu'à 400 km d'altitude dans la station spatiale, on est bien plus proche d'un hôpital que bien des terriens. Si vous habitez dans une province reculée d'un pays pas très riche en structures médicales, vous risquez de faire plusieurs heures ou jours de trajet pour rejoindre un hôpital. Ça arrive, hein, si vous habitez, je ne sais pas, le Tibet, l'Himalaya, etc. Si un astronaute a un problème grave dans la station spatiale, on va mettre en œuvre une évacuation rapide avec des hélicoptères qui attendront à l'arrivée de la capsule, une équipe médicale qui sera détachée sur place, sur le lieu de l'atterrissage, et l'astronaute qui sera très vite évacué vers une structure hospitalière. Donc, pour l'instant, on tourne autour de la Terre, on ne part pas vers Mars. Donc, un problème médical grave, ce sera géré sur Terre. Mais dans chaque mission spatiale, parce qu'on ne va pas non plus faire redescendre un astronaute qui a une carie dentaire, qui lui fait mal,
il y a dans chaque équipage de la Station spatiale internationale 2 personnes qui reçoivent une formation, on les appelle les medical officers, et 2 personnes qui reçoivent une formation médicale. Parfois, on a la chance que ce soit un docteur qui soit à bord, mais quand ce n'est pas le cas, 2 astronautes s'entraînent sur Terre à faire des gestes techniques médicaux, comme poser une sonde urinaire, faire des points de suture, faire une prise de sang, poser une perfusion, faire une intubation, faire le massage cardiaque, etc. Voilà. Donc, ce qui est plus... La médecine spatiale, actuellement, elle est assez rudimentaire. Elle va traiter des pathologies bénignes, par exemple un problème de peau qui survient dans l'espace, ou, je ne sais pas, un trouble du transit, ou une conjonctivite. On va donner... Grâce aussi à l'appui des médecins qui sont au sol, on va distribuer le médicament qu'on a emporté dans l'espace. Mais voilà, le soin médical, il va pouvoir s'appliquer qu'à des pathologies bénignes. En revanche, ce en quoi... Donc on peut dire on n'est pas encore très avancé dans ce domaine-là, et ce n'est que bien plus tard qu'on envisagera de la chirurgie dans l'espace, peut-être même au cours d'une mission martienne. Mais ce que je voulais dire, c'est que ça, c'est la médecine, mais qu'il y a un autre volet de la médecine, c'est le côté recherche. Et l'espace, c'est un environnement qui est un modèle de vieillissement accéléré de l'homme. C'est-à-dire que quand vous faites une mission spatiale, vous avez certains endroits de vos os qui vont se fragiliser autant qu'en 10 ans sur Terre chez certaines personnes. Vous avez les artères carotides, chez certains astronautes, les parois des artères carotides vont se rigidifier autant que certaines personnes en 15 années sur Terre. Vous avez une défaillance du système immunitaire. Vous avez une fonte musculaire. Vous perdez vos muscles. Et finalement, on étudie à la fois... On peut étudier beaucoup plus rapidement les processus physiologiques du vieillissement, et aussi beaucoup plus rapidement les contre-mesures qu'on met pour lutter contre le vieillissement, et tout ça aboutit à des retombées terrestres. Mais vous savez qu'on n'est pas encore... je pense à ça parce que j'ai parlé du sujet il n'y a pas très longtemps. Imaginez un ours qui hiberne, un ours polaire qui hiberne, va rester 6 à 7 mois dans son terrier sans bouger. Sauf s'il est dérangé, mais a priori sans bouger. Eh bien, lors de ces 6 à 7 mois, qui sont à peu près l'équivalent d'une mission traditionnelle à bord de l'ISS, l'ours ne va pas du tout abîmer sa masse musculaire, pas du tout abîmer ses os, pas du tout abîmer son système immunitaire, pas du tout abîmer sa pompe cardiaque. Et vous voyez, à l'inverse, ce qui se passe pour les humains. Voilà, donc ça, c'est juste pour la petite anecdote, pour dire... je ne sais pas si c'est les ours qui feront la conquête spatiale du futur, mais à étudier les animaux aussi, on va peut-être avoir des retombées intéressantes pour nous humains. Comme quoi les animaux ont encore beaucoup à nous apprendre, notamment les tardigrades qui eux peuvent survivre dans le vide spatial. Mais on n'a pas forcément envie de vivre une vie de tardigrade. Moi, si j'avais une dernière remarque à faire, tu parlais de l'importance d'avoir des medical officers dans l'ISS, et on l'a vu récemment. Alors j'ai perdu le nom de l'astronaute, un astronaute américain qui a eu des soucis de santé il y a à peu près, je crois que c'était l'année dernière, en 2023, qui a du coup laissé sa place pour une EVA sur un autre astronaute, etc. Comme quoi ça peut arriver. Les diagnostics, tous les check-ups qu'on fait aux astronautes avant de partir permettent de s'assurer qu'il n'y ait pas un problème grave sous-jacent, mais tout peut arriver et quelqu'un peut contracter ou développer quelque chose qui soit un petit peu problématique pour une sortie extravéhiculaire ou pour une rentrée sur Terre. Et dans ces cadres-là, c'est vachement important d'avoir un soutien médical, même, j'allais dire, semi-professionnel, pour pouvoir appuyer ces moments un petit peu majeurs dans l'ISS. C'est-à-dire que le medical officer, il fait fonction d'interface entre la station, la pathologie médicale qu'il a sous les yeux, et les médecins du sol. Il a reçu une petite formation qui le rend plus habitué à la terminologie et au langage, au vocabulaire médical, et à certains gestes et à la compréhension de certaines maladies. Donc il joue un rôle d'interface. Mais il faut bien garder à l'esprit que ce sont les médecins du sol qui dictent la procédure. Et c'est bien là que la problématique va voir le jour quand on ira beaucoup plus loin dans le système solaire, parce que du fait de l'éloignement, donc du délai des communications, vous ne pouvez pas, rien que pour ça, vous ne pouvez pas dire « Oh bah écoutez, là, mon patient, il est bizarre, il est tout blanc et il ne respire plus, qu'est-ce que je fais ?» et attendre la réponse qui viendra 20 minutes plus tard.
hein. Et alors non seulement pour la communication, mais aussi pour la gestion de la pathologie. C'est évident que là, on descendra pas, on n'utilisera pas le Dragon ou le Soyouz pour descendre quelqu'un qui aura une crise d'appendicite, mais il faudra la gérer au cours du voyage. Donc des compétences qui sont uniquement à détenir au sein de l'équipage. Eh bien, on peut finir sur ces belles paroles, cette belle émission autour de la médecine spatiale. Tout d'abord, merci beaucoup, Franck, d'avoir été avec nous. Ça a été un nouvel honneur pour nous sur cette belle journée de pouvoir garder les pieds sur terre et tourner la tête vers les étoiles. Donc, merci pour tout ce que tu nous as partagé, pour ces grands moments et ces anecdotes. Et puis, je vais laisser la parole à Simon, mais j'invite tout le monde à lire ces ouvrages que vous avez co-rédigés avec Jean-François Clairvoy. Et je te remercie encore. Merci Simon et Thomas. Et vraiment un énorme merci pour votre travail de vulgarisation parce que grâce à des gens comme vous, je pense que on peut dire que dorénavant, vous aidez les personnes à comprendre l'importance du spatial pour l'humain, non seulement dans nos vies quotidiennes, mais dans les domaines, comme on a parlé beaucoup aujourd'hui, de la médecine. Il faut vraiment... Alors, je ne sais pas si on est fait, on l'espère, si on est fait pour explorer le cosmos ou même aller vers une exoplanète un jour, on verra bien. Mais en tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que l'astronautique, la conquête spatiale, elle a des retombées infinies pour améliorer les conditions de vie, de santé des humains. Et c'est au moins au nom de ça qu'elle doit absolument perdurer. J'aurais pas trouvé meilleure manière de conclure cet épisode autour du thème de la médecine, comme vous l'aurez compris. En tout cas, je réitère les remerciements annoncés par Thomas. Vraiment, merci à toi de nous avoir accueillis ici aujourd'hui, de nous avoir donné cette vision un peu différente du domaine spatial qu'on a peut-être moins souvent. On a peut-être le côté très technique, très ingénierie. En tout cas, moi, fan de lanceur, j'ai beaucoup cette image-là du spatial, mais c'est vrai que les développements scientifiques et technologiques aussi du domaine médical sont immenses et on a encore beaucoup de choses à apprendre, notamment dans le cadre d'un retour vers la Lune et peut-être un jour du premier pas d'un homme ou d'une femme sur Mars. Donc c'était extrêmement inspirant, je te remercie encore une fois et je vous invite à continuer à écouter des podcasts Odyssée et d'autres sur Radio Good Morning Toulouse et on se revoit très bientôt.